Vous savez, il existe un livre secret dans les archives de Versailles, un livre que personne ne devrait jamais lire. Henri Deschamps l'a découvert par hasard, en 1743, alors qu'il cherchait des documents sur les cérémonies de couronnement. Ce qu'il a trouvé l'a marqué à vie, des pages et des pages, décrivant les morts les plus ridicules, les plus humiliantes des rois et reines d'Europe. Comment un monarque peut-il mourir en essayant de regarder une comète? Pourquoi un roi décède-t-il dans les toilettes en poussant trop fort? La réponse vous surprendra, car elle révèle que même les plus puissants de ce monde ne peuvent échapper à leur nature profondément humaine. Et parfois, cette humanité les tue de la façon la plus grotesque qui soit. L'histoire commence vraiment ce jour-là, dans cette bibliothèque poussiéreuse où Henri découvre que la mort ne respecte personne, pas même ceux qui portent une couronne. Henri sentait l'odeur du parchemin ancien lui chatouiller les narines. Ces documents, personne ne les avait consultés depuis des décennies, peut-être même depuis un siècle. La poussière dansait dans les rayons de soleil, qui perçaient à peine les lourdes tentures de la bibliothèque royale. Il cherchait des informations sur le protocole du sacre de Louis XV. Rien d'extraordinaire, juste son travail d'historien de cour, méticuleux et discret. Mais voilà, entre deux traités sur l'étiquette royale, ses doigts ont effleuré quelque chose d'inattendu. Un manuscrit relié de cuir sombre, sans titre visible. Curieux de nature, Henri l'a ouvert. La première page portait cette inscription troublante. Morts indignes de la couronne, à ne jamais divulguer au peuple. L'écriture était celle du médecin personnel de Louis XIV, Antoine Poulain. Vous imaginez sa surprise? Henri, qui avait consacré sa vie à étudier la grandeur royale, découvrait soudain que cette même grandeur pouvait s'effondrer de manière, disons, peu glorieuse. La première entrée du manuscrit le fit sourire malgré lui, puis le fit frémir, puis le fit réfléchir profondément sur la nature humaine. Sa Majesté le roi Sigismond de Pologne, lisait-il, rendit son dernier souffle le 14 septembre 1632, non pas au combat face aux ennemis de la couronne, mais en tombant de sa chaise percée. Le monarque, âgé de 68 ans, souffrait depuis des mois de constipation chronique. Ce matin-là, déterminé à accomplir ce que son corps refusait de faire naturellement, il poussa si fort qu'il provoqua une rupture d'anévrisme. La violence de l'effort le projeta en arrière. Sa tête heurta le sol de marbre avec un bruit que les serviteurs décrivirent comme le glas d'une cloche fêlée. Il mourut sur le coup, les braises baissées, la couronne de travers. Henri referma le livre d'un coup sec. Son cœur battait la chamade. Comment était-ce possible? Un roi, mort aux toilettes? Et surtout, pourquoi quelqu'un avait-il pris la peine de consigner cette information avec autant de détails? Il regarda autour de lui. La bibliothèque était vide. Margot Baptistone, la bibliothécaire en chef, était partie déjeuner. Les autres employés vaquèrent à leurs occupations dans d'autres sections. Henri était seul avec ce secret qui lui brûlait les mains. Sa première réaction fut de rire. Un rire nerveux, presque hystérique. L'image d'un monarque mourant dans cette position lui semblait si absurde qu'elle en devenait comique. Mais rapidement, le rire céda la place à une forme de malaise. N'y avait-il pas quelque chose de profondément troublant dans cette mort? Quelque chose qui remettait en question tout ce qu'on enseigne sur la noblesse, sur la dignité royale, sur cette aura quasi divine dont s'entourent les rois? Il rouvrit le manuscrit, incapable de résister à la curiosité. La deuxième histoire était encore plus déconcertante. Sa Majesté Charles VIII de France, y apprenait-il, trépassa le 7 avril 1498 en se cognant la tête contre le linteau d'une porte. Le roi, d'une taille inhabituelle pour l'époque, mesurait près de 6 pieds. Ce jour-là, il se rendait voir une partie de jeu de paume dans les galeries du château d'Amboise. Pressé de ne pas manquer le début du spectacle, il courut dans les couloirs. En entrant dans la galerie,
Il oublia de baisser la tête. Le choc fut si violent qu'il s'effondra immédiatement. Ses derniers mots, selon les témoins, furent « Sacrebleu, qui a baissé ce plafond ?» Il mourut 9 heures plus tard, sans avoir repris connaissance. Cette fois, Henri ne rit pas. Une sensation étrange l'envahissait. Ces rois, ces êtres supposés différents du commun des mortels, mouraient exactement comme n'importe qui d'autre. Ils trébuchaient, ils se cognaient, ils avaient des problèmes digestifs. Leur sang était rouge, leurs os se brisaient, leur corps les trahissait. La couronne ne les protégeait de rien. Au contraire, parfois elle semblait attirer sur eux les sorts les plus cruels du destin. Il continua sa lecture, fasciné malgré lui. Chaque page révélait une nouvelle facette de cette vérité dérangeante. Les puissants de ce monde n'étaient que des hommes avec des faiblesses, des peurs, des besoins physiques embarrassants. Et parfois, ces faiblesses les tuaient. Le manuscrit racontait l'histoire de la reine Marguerite de Navarre, morte d'une crise de rire, celle du duc de Buckingham, décédé après avoir mangé trop de cerises, ou encore celle du roi Adolphe de Nassau, qui rendit l'âme en éternuant si fort qu'il se brisa une côte, laquelle perfora son poumon. Chaque anecdote était documentée avec une précision clinique qui rendait le tout encore plus troublant. On y trouvait les témoignages des médecins, des servants, parfois même des confesseurs. Tous juraient sur l'Évangile que ces morts ridicules étaient bien réelles. Henri réalisa soudain qu'il tenait entre ses mains l'un des secrets les mieux gardés de la royauté européenne. Ces histoires, si elles étaient rendues publiques, pourraient ébranler les fondements mêmes de l'ordre monarchique. Comment le peuple pourrait-il continuer à vénérer des souverains dont il saurait qu'ils sont morts, en glissant sur une peau de banane ou en s'étouffant avec un grain de raisin? Mais en même temps, Henri trouvait ces récits profondément humains. Pour la première fois de sa vie, il voyait les monarques non pas comme des demi-dieux intouchables, mais comme des êtres fragiles, vulnérables, pathétiquement mortels, comme lui, comme tout le monde. Un bruit de pas le fit sursauter. Margot Battiston revenait de son déjeuner. Instinctivement, Henri glissa le manuscrit sous une pile de documents officiels. Quand la bibliothécaire entra dans la salle, elle le trouva penché sur un traité de protocole, l'air parfaitement concentré sur son travail. Mais elle remarqua autre chose. Quelque chose dans son regard avait changé, une lueur nouvelle, un mélange de fascination et d'inquiétude qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. « Tout va bien, monsieur Deschamps ?» demanda-t-elle, intriguée par son expression. Henri leva les yeux vers elle. Comment lui expliquer qu'il venait de découvrir que l'histoire qu'ils étudiaient tous les deux depuis des années n'était qu'une version expurgée de la réalité, que derrière chaque portrait officiel se cachait peut-être une mort ridicule, soigneusement dissimulée aux yeux du monde. « Tout va très bien, Madame Battiston, » répondit-il, d'une voix qu'il espérait naturelle. « Je travaille sur les cérémonies de couronnement. C'est passionnant. » Elle le regarda encore un moment, puis retourna à ses occupations. Henri attendit qu'elle soit suffisamment éloignée pour reprendre le manuscrit. Il ne pouvait plus s'arrêter maintenant. Ces histoires l'appelaient, comme si elles voulaient enfin être entendues après des siècles de silence. En tournant les pages, il réalisait que ce livre n'était pas qu'une simple collection d'anecdotes macabres. C'était un témoignage sur la condition humaine, sur l'orgueil, la vanité, la fragilité de ceux qui prétendent régner sur leurs semblables. Chaque mort embarrassante révélait quelque chose de profond sur le personnage du souverain, sur ses obsessions, ses peurs, ses petitesses. La lumière déclinait dans la bibliothèque. Henri avait passé des heures plongé dans ce manuscrit interdit, et plus il lisait, plus une question le hantait. Pourquoi ces histoires avaient-elles été soigneusement cachées? Que révélaient-elles de si dangereux sur la nature du pouvoir? Il comprenait maintenant
qu'il ne pourrait plus jamais regarder un portrait royal de la même manière. Derrière chaque visage solennel, derrière chaque couronne étincelante, il verrait désormais un être humain, un être capable de grandeur, certes, mais aussi de ridicule, un être mortel, vulnérable, parfois pathétique. Et cette révélation était à la fois libératrice et terrifiante. Les jours suivants transformèrent Henri en homme obsédé. Chaque matin, il arrivait à la bibliothèque avant tout le monde. Chaque soir, il repartait avec la tête pleine d'histoires incroyables. Le manuscrit d'Antoine Poulain était devenu son secret le plus précieux et le plus lourd à porter. Margot Battiston l'observait avec une curiosité grandissante. Elle connaissait Henri depuis 15 ans. Elle savait reconnaître ses humeurs, ses manies, ses périodes d'excitation intellectuelle. Mais là, c'était différent. Il avait l'air d'un homme qui aurait découvert que la Terre était plate ou que le Soleil tournait autour de la Lune. Ce matin-là, elle décida d'en avoir le cœur net. Elle attendit qu'Henri soit plongé dans ses documents, puis s'approcha discrètement. Ce qu'elle vit la stupéfia. Il ne lisait pas les traités de protocole qu'il avait commandés. Il consultait un vieux manuscrit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Monsieur Deschamps, dit-elle doucement, puis-je savoir sur quoi vous travaillez exactement ?» Henri sursauta si violemment qu'il renversa son encrier. L'encre noire se répandit sur la table, menaçant de tacher le manuscrit précieux. Dans sa panique, il tenta de sauver le livre et de nettoyer le désastre en même temps. Le résultat fut catastrophique. Ses gestes devinrent un véritable spectacle, digne d'un dîner de cons intergalactique. Margot le regarda se débattre avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Puis, voyant qu'il n'y arrivait pas, elle prit les choses en main avec son efficacité habituelle. En quelques gestes précis, elle écarta le manuscrit du danger et épongeait l'encre avec des chiffons qu'elle gardait toujours à portée de main. « Merci, » souffla Henri, rouge de confusion. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Margot examina discrètement le manuscrit sauvé. Elle reconnut immédiatement l'écriture d'Antoine Poulain. Comme bibliothécaire en chef, elle connaissait par cœur les écritures de tous les chroniqueurs royaux. Mais ce livre-là, elle ne l'avait jamais catalogué. Il ne figurait dans aucun inventaire. Comment Henri l'avait-il trouvé ? Puis-je voir ce document ? Demanda-t-elle, avec le ton professionnel qu'elle utilisait toujours pour masquer sa curiosité. Henri hésita. Il avait envie de tout lui révéler. Margot était discrète, intelligente, digne de confiance. Mais en même temps, il réalisait qu'en partageant ce secret, il l'impliquait dans quelque chose de potentiellement dangereux. Il observa son visage. Margot avait cette expression qu'elle prenait quand elle flairait un mystère bibliographique, les yeux légèrement plissés, la tête penchée sur le côté, comme un chat qui aurait repéré une souris. « C'est compliqué », finit-il par dire. « Tout est compliqué dans cette bibliothèque, monsieur Deschamps. C'est pour cela que j'existe. » Sa réponse le fit sourire malgré lui. Margot avait cette capacité rare de détendre l'atmosphère en quelques mots. Elle incarnait cette sagesse tranquille des gens qui passent leur vie entourés de livres. Elle connaissait les secrets du papier et de l'encre mieux que quiconque au château. Henri prit sa décision. Lentement, il fit glisser le manuscrit vers elle. « Promettez-moi de ne jamais répéter ce que vous allez lire, » dit-il gravement. Margot hocha la tête et ouvrit le livre. Sa première réaction fut exactement celle d'Henri quelques jours plus tôt. Un sourire incrédule, puis un froncement de sourcils, puis une expression de fascination pure. Elle lut la première histoire en silence, puis la deuxième, puis la troisième. Henri l'observait, essayant de deviner ses pensées. Quand elle releva enfin la tête, son visage était impénétrable. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « ces histoires sont-elles véridiques ?» « Je me pose la même question depuis une semaine, » avoua Henri. Antoine Poulain était le médecin le plus respecté de la cour de Louis XIV.
Il n'avait aucune raison d'inventer ces récits. Et ces descriptions sont si précises, si détaillées. Margot reprit sa lecture. Henri la vit tressaillir en découvrant l'histoire du roi Frédéric de Danemark, mort d'une crise cardiaque en tentant d'attraper une mouche qui l'agaçait pendant une cérémonie officielle, ou celle de la reine Catherine de Médicis, décédée d'un arrêt respiratoire après avoir ri trop fort à une plaisanterie de bouffon qui se moquait justement des morts ridicules des rois. L'ironie de cette dernière histoire était si parfaite qu'elle en devenait presque inquiétante, comme si le destin avait un sens de l'humour particulièrement tordu. « Regardez celle-ci, dit Margot, en désignant une page du doigt. Le roi Jacques Ier d'Écosse, mort en 1437, en essayant de s'échapper de ses assassins par les égouts du château de Perth. Il s'est coincé dans une canalisation trop étroite. Ses ennemis l'ont trouvé là, les jambes qui dépassaient, incapables de bouger. Ils l'ont achevé d'un coup d'épée dans le derrière. » Henri grimaça. Cette image était particulièrement difficile à supporter. Un roi mourant comme un rat pris au piège, dans les excréments de son propre château. Y avait-il métaphore plus cruelle sur la vanité du pouvoir? Et celui-là, continua Margot, de plus en plus captivée par sa lecture. Henri Ier d'Angleterre, mort en 1135 d'une indigestion de lamproie. Il en avait tellement mangé qu'il est littéralement mort d'avoir trop bien vécu. Ses médecins lui avaient pourtant interdit ce plat, mais il n'a pas pu résister. Son dernier repas l'a tué. Ils continuèrent ainsi pendant des heures, découvrant ensemble ces morts invraisemblables. Le roi Edmond Ier d'Angleterre, poignardé pendant qu'il tentait de séparer deux invités qui se battaient lors d'un banquet. L'empereur romain Claudius, empoisonné par des champignons que sa femme avait glissés dans son plat préféré. Le roi de Suède Charles XII, tué par un boulet de canon, alors qu'il regardait imprudemment par-dessus les remparts lors d'un siège. Chaque histoire révélait quelque chose de profondément humain chez ces souverains, leur gourmandise, leur curiosité maladive, leur orgueil démesuré, leur incapacité à résister à leurs pulsions. Ils mouraient exactement des mêmes choses que leurs sujets. Bêtises, excès, malchance, négligence. Vous savez ce qui me frappe le plus dans ces récits, dit Margot, après avoir refermé le manuscrit. Quoi donc? C'est que toutes ces morts auraient pu être évitées. Charles VIII aurait pu ralentir en entrant dans la galerie. Henri Ier aurait pu écouter ses médecins. Sigismond aurait pu prendre son temps aux toilettes. Leurs morts ne sont pas le résultat de la fatalité ou de la volonté divine. Elles sont le résultat de leur choix, de leur caractère, de leur faiblesse. Henri hocha la tête. C'était exactement ce qu'il pensait, mais il n'arrivait pas à le formuler aussi clairement. C'est pour cela que ces histoires sont si troublantes, continua Margot. Elles nous montrent que le pouvoir absolu ne protège de rien. Au contraire, il semble parfois attirer les sorts les plus cruels, comme si l'univers avait besoin de rappeler à ces hommes qu'ils restent mortels. Ils restèrent silencieux un long moment, perdus dans leurs pensées. Dehors, le soleil déclinait. Les bruits du château s'atténuaient. C'était l'heure où les domestiques préparaient le dîner, où les courtisans se retiraient dans leurs appartements, où la vie officielle cédait la place à l'intimité. « Monsieur Deschamps, dit enfin Margot, puis-je vous poser une question indiscrète? » « Bien sûr. Qu'allez-vous faire de ces informations? Ces histoires sont trop dangereuses pour être divulguées, mais elles sont trop importantes pour être oubliées. C'est un dilemme terrible. » Henri soupira. Cette question le hantait depuis sa découverte du manuscrit. Avait-il le droit de garder ses secrets pour lui? Mais avait-il le droit de les révéler? Ces morts embarrassantes, si elles étaient connues du public, pourraient-elles ébranler la confiance du peuple envers la monarchie? Et dans ce cas, était-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, avoua-t-il. Parfois je me dis que les gens ont le droit de connaître la vérité
sur ceux qui les gouvernent. Et parfois je me dis que certaines vérités sont trop lourdes à porter. Margot acquiesça. Elle comprenait son dilemme. En tant que gardienne des archives royales, elle était confrontée quotidiennement à ces questions. Que conserver? Que révéler? Que cacher? L'histoire était-elle faite pour éclairer les hommes ou pour les consoler? Un bruit de pas dans le couloir les interrompit. Quelqu'un s'approchait de la bibliothèque. Instinctivement, Henri glissa le manuscrit sous ses autres documents. Margot fit mine de ranger des livres sur une étagère. Antoine Poulain entra dans la salle, pas le chroniqueur du manuscrit, bien sûr, mais son descendant direct. Le médecin actuel de la cour portait le même nom que son ancêtre et exerçait la même fonction. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants. Il avait cette prestance naturelle des gens habitués à côtoyer les puissants. « Bonsoir Margot. Bonsoir Henri, dit-il cordialement. Je cherche des documents sur les épidémies du siècle dernier. Sa Majesté s'inquiète des rumeurs de peste qui circulent dans les provinces. Margot lui indiqua où trouver les traités médicaux qu'il cherchait. Mais Henri ne pouvait détacher son regard de cet homme. Il avait entre les mains les écrits secrets de son ancêtre, des écrits qui révélaient des vérités que la famille Poulain gardait probablement secrètes depuis des générations. Antoine remarqua son insistance. « Quelque chose ne va pas, Henri ?»« Non, non, bégaya l'historien. J'étudiais justement l'œuvre de votre ancêtre. Un homme remarquable, semble-t-il. » Un sourire étrange passa sur le visage du médecin. Un sourire qui donnait à penser qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. « Oh oui, dit-il lentement. Mon ancêtre était un homme très observateur. Il consignait tout ce qu'il voyait. Absolument tout, même les choses que d'autres auraient préféré oublier. » Le sous-entendu était clair. Henri sentit son cœur s'accélérer. Antoine savait-il pour le manuscrit? Sa famille avait-elle transmis ce secret de génération en génération? Les trois hommes se regardèrent en silence. Dans cette bibliothèque poussiéreuse, entourée par des siècles d'histoire officielle, ils portaient soudain le poids d'une vérité beaucoup plus lourde et plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé. Antoine Poulain ne quitta pas la bibliothèque ce soir-là comme prévu. Après avoir trouvé les documents qu'il cherchait officiellement, il s'installa à une table proche de celle d'Henri et Margot. Il faisait mine de lire, mais Henri sentait son regard peser sur eux régulièrement. La tension était palpable. Margot rangeait et dérangeait les mêmes livres depuis une demi-heure. Henri feignait de prendre des notes sur des traités qu'il connaissait par cœur, et Antoine tournait les pages de son manuscrit médical sans les lire vraiment. Finalement, ce fut le médecin qui brisa le silence. « Henri, dit-il en refermant son livre d'un geste décidé, puis-je vous parler en privé ?» Le cœur de l'historien se serra. Il jeta un regard vers Margot, qui lui fit un signe discret d'encouragement. Lentement, il se leva et suivit Antoine vers une alcôve isolée de la bibliothèque. « Je sais ce que vous avez trouvé, » dit le médecin sans préambule. Henri ouvrit la bouche pour nier, mais Antoine leva la main pour l'arrêter. « Mon arrière-grand-père n'a pas écrit qu'un seul exemplaire de ce manuscrit. Il en existe 3 copies, une ici, que vous avez découverte par hasard, une autre dans les archives familiales des Poulains, et la 3e, il marqua une pause dramatique. La 3e est entre les mains du roi lui-même. » Cette révélation frappa Henri comme un coup de massue. Louis XV connaissait ces histoires. Il savait que ses prédécesseurs étaient morts de manière ridicule, et malgré cela, il continuait à régner, comme si de rien n'était. Vous voulez dire que Sa Majesté lit ce manuscrit chaque année, à la date anniversaire de son couronnement. C'est une tradition que son père lui a transmise et que son grand-père avait reçue avant lui. Chaque roi de France, depuis Louis XIV, connaît ces histoires. Henri était abasourdi. Tout ce qu'il croyait savoir sur la monarchie s'effondrait d'un coup. Ces rois qu'il admirait pour leur prestance, leur dignité, leur aura quasi divine,
savait pertinemment qu'il pourrait mourir demain en glissant sur une peau d'orange ou en s'étouffant avec une arête de poisson. Mais pourquoi continue-t-il à régner? Balbutia-t-il. Comment peuvent-ils maintenir cette illusion de grandeur en sachant? Antoine sourit tristement. Parce qu'ils n'ont pas le choix, Henri. La monarchie ne tient pas sur la réalité. Elle tient sur l'illusion, sur le rêve que se font les hommes d'être gouvernés par des êtres supérieurs. Si cette illusion s'effondrait, c'est tout l'ordre social qui s'écroulerait avec elle. Il se rapprocha d'Henri, baissant encore la voix. Savez-vous comment est mort Louis XIII, le père de Louis XIV? Henri secoua la tête, fasciné malgré lui. Officiellement, il est mort de complications liées à la maladie de Crohn. Mais en réalité, Antoine jeta un regard autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls. En réalité, il est mort en tentant de battre le record de saut en longueur de son bouffon préféré. À 41 ans, le roi de France a voulu prouver qu'il était encore jeune et agile. Il a pris son élan, sauté, et s'est réceptionné si mal qu'il s'est brisé la colonne vertébrale. Il a agonisé pendant 3 jours, paralysé de la taille aux pieds, avant de succomber à une infection. L'image était si incongrue qu'Henri eut du mal à l'assimiler. Louis XIII, le roi qui avait mené la France vers sa grandeur, mort pour avoir voulu épater un bouffon. Et Louis XIV le savait? Bien sûr qu'il le savait. Il était présent ce jour-là. Il avait 5 ans. C'est même lui qui a donné l'alarme quand son père s'est effondré. Imaginez le traumatisme. Voir son père, ce géant qu'il admirait, mourir de manière si stupide, ça a marqué Louis XIV à vie. C'est pour cela qu'il a créé cette étiquette si rigide, ce protocole si strict. Il voulait encadrer chaque geste, chaque mouvement, pour éviter que l'imprévu puisse frapper. Henri comprenait maintenant pourquoi la cour de Versailles était si codifiée, si théâtrale. C'était une gigantesque mise en scène destinée à masquer la fragilité humaine des rois. Chaque révérence, chaque cérémonie, chaque règle de préséance était un rempart contre l'absurdité du destin. Mais cela n'a pas marché, n'est-ce pas? Demanda Henri. Antoine secoua la tête. Non. Malgré toutes ces précautions, Louis XIV a failli mourir plusieurs fois de manière embarrassante. Un jour, il a glissé sur des escaliers cirés et a dévalé 3 marches avant que ses gardes l'attrapent. Une autre fois, il s'est presque étouffé avec un noyau d'olive pendant un banquet officiel. Et vers la fin de sa vie, il a développé une phobie terrible des portes trop basses, après avoir lu l'histoire de Charles VIII. Cette information éclairait soudain certains détails architecturaux de Versailles qu'Henri n'avait jamais compris. Pourquoi tous les plafonds étaient-ils si hauts? Pourquoi n'y avait-il pratiquement aucune marche dans les appartements royaux? Pourquoi le mobilier était-il si lourd, si stable? Tout cela était conçu pour minimiser les risques d'accidents ridicules. Et le roi actuel, Louis XV, le visage d'Antoine s'assombrit. Louis XV vit dans la terreur permanente. Il connaît par cœur toutes les histoires du manuscrit. Il a fait installer des médecins dans chaque pièce du château. Il ne mange jamais un plat qui n'ait été goûté 3 fois. Il ne monte jamais à cheval, sans porter une armure légère sous ses vêtements. Et malgré tout cela, il marqua une nouvelle pause, comme s'il hésitait à révéler ce qu'il savait. Malgré tout cela, il a failli mourir la semaine dernière, de manière parfaitement ridicule, bien entendu. Henri sentit ses jambes se dérober. Comment? Il inspectait les nouvelles tapisseries de ses appartements. Une guêpe s'est glissée derrière l'une d'elles. Quand elle est sortie, Sa Majesté a eu un mouvement de recul si brusque qu'il a basculé en arrière. Par chance, ses gardes l'ont rattrapé avant qu'il ne heurte la cheminée. Mais quelques centimètres de plus, et le roi de France mourait pour avoir eu peur d'une guêpe. L'absurdité de la situation était si parfaite qu'elle en devenait presque poétique. Le roi le plus puissant d'Europe, terrorisé par un insecte
De retour vers leur table, Henri réalisa que Margot les observait depuis leur alcôve. Elle avait saisi une partie de leur conversation. C'était évident. Son visage exprimait un mélange de fascination et d'inquiétude. Antoine s'approcha d'elle. « Madame Baptistone, je crois que vous aussi, vous méritez de connaître la vérité. » Il lui raconta rapidement ce qu'il venait de révéler à Henri. Margot l'écouta sans l'interrompre, mais Henri vit ses mains trembler légèrement quand elle comprit l'ampleur de ce qu'elle venait d'apprendre. Donc, toute l'histoire de France telle que nous la connaissons, commença-t-elle, est une vaste opération de relations publiques, termina Antoine. Chaque règne, chaque victoire, chaque moment de gloire est soigneusement mis en scène pour masquer cette vérité fondamentale. Nos rois sont des hommes faibles, mortels, ridicules comme tous les autres. Margot s'assit lourdement. Mais alors, pourquoi nous révélez-vous tout cela? N'est-ce pas dangereux pour vous, pour votre position à la cour? Antoine sourit amèrement. Parce que je pense que vous avez le droit de savoir. Et parce que... Il hésita, puis se lança. Parce que je ne suis plus certain que ce système soit viable. Cette terreur permanente dans laquelle vivent nos rois, cette mascarade perpétuelle, cette peur de la moindre imperfection, tout cela est en train de les rendre fous. Il se dirigea vers une fenêtre qui donnait sur les jardins du château. Dehors, quelques courtisans se promenaient dans la lumière dorée du couchant. Ils semblaient si sereins, si insouciants. Ils n'imaginaient pas que leur roi, à quelques centaines de mètres de là, vivait dans l'angoisse permanente de mourir de manière grotesque. Louis XV ne dort plus, continua Antoine. Il fait des cauchemars toutes les nuits. Il rêve qu'il tombe dans les escaliers, qu'il s'étrangle avec sa nourriture, qu'il glisse dans son bain. Ses médecins lui donnent des calmants, mais rien n'y fait. La peur le ronge de l'intérieur. Henri réalisa soudain que ce qu'il avait pris pour de la curiosité historique était en réalité quelque chose de beaucoup plus grave. Ces morts embarrassantes n'étaient pas que des anecdotes amusantes. Elles étaient le poison secret de la monarchie française. Un poison qui empoisonnait les rois depuis des générations. Mais que peut-on faire? Demanda Margot. Comment peut-on libérer Sa Majesté de cette terreur? Antoine se retourna vers eux. Son visage exprimait une détermination nouvelle, presque inquiétante. Il n'y a qu'une solution, dit-il lentement. Il faut détruire le manuscrit. Toutes les copies. Il faut faire en sorte que ces histoires soient oubliées à jamais. Henri et Margot échangèrent un regard alarmé. Détruire un document historique? Effacer des pans entiers de la vérité? C'était impensable pour eux, qui avaient consacré leur vie à préserver le savoir. Mais en même temps, ils comprenaient la logique d'Antoine. Si ces histoires continuaient à hanter les rois de France, combien d'entre eux sombreraient dans la folie? Combien prendraient des décisions désastreuses par peur de mourir de manière ridicule? Et si nous refusions? Demanda Henri. Le regard d'Antoine se durcit. Alors, j'aurais essayé de vous convaincre par la douceur, mais ces manuscrits seront détruits, que vous le vouliez ou non. L'avenir de la France en dépend. Pour la première fois depuis le début de leur conversation, Henri réalisa qu'Antoine Poulain n'était pas qu'un médecin bienveillant. C'était un homme déterminé à protéger la couronne, quels que soient les moyens nécessaires. Et soudain, la bibliothèque paisible de Versailles lui parut beaucoup moins sûre qu'avant. Cette nuit-là, Henri ne dormit pas. Il restait éveillé dans son petit appartement, près du château, ressassant les paroles d'Antoine. Détruire le manuscrit, effacer ces témoignages uniques sur la nature humaine des rois, c'était comme demander à un peintre de brûler ses toiles, à un poète de déchirer ses vers. Et pourtant, il comprenait le dilemme. Ces histoires étaient-elles un trésor historique ou un poison mortel? La vérité valait-elle la folie d'un roi? L'intégrité intellectuelle justifiait-elle de condamner Louis XV à une vie de terreur permanente? Vers 3 heures du matin, il prit sa décision. Il s'habilla silencieusement et se dirigea vers la bibliothèque. Il avait les clés.
privilège de sa fonction d'historien de cour. Si Antoine voulait détruire le manuscrit, il devrait d'abord le récupérer. Mais quand il arriva devant la porte de la bibliothèque, il s'aperçut qu'elle était déjà ouverte. Une faible lueur filtrait de l'intérieur. Quelqu'un l'avait devancé. Il poussa doucement la porte et découvrit une scène qu'il n'oublierait jamais. Margot était là, assise à leur table habituelle, le manuscrit ouvert devant elle, mais elle ne le lisait pas. Elle le recopiait, page après page, avec une application minutieuse. Elle reproduisait chaque mot, chaque détail, des morts embarrassantes des rois. « Margot » chuchota-t-il. Elle leva les yeux vers lui. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « J'ai eu la même idée que vous, » dit-elle simplement. « Si Antoine veut détruire l'original, au moins nous aurons une copie. » Henri s'approcha et examina son travail. L'écriture de Margot était élégante, précise. Elle reproduisait non seulement le texte, mais aussi les annotations marginales, les dessins, jusqu'aux taches d'encre de l'original. « Vous faites cela depuis combien de temps ?»« Depuis minuit. J'ai commencé par les histoires les plus importantes. Si Antoine arrive maintenant, nous aurons au moins sauvé l'essentiel. » Ils travaillèrent ensemble, en silence. Henri dictait, Margot écrivait. Parfois, il s'arrêtait pour réfléchir à une phrase particulièrement révélatrice. Ces moments de pause étaient précieux. Ils leur permettaient de digérer ce qu'ils apprenaient, de mesurer l'impact de chaque révélation. Vers 5 heures, ils entendirent des pas dans le couloir. Antoine arrivait, accompagné de 2 hommes qu'Henri ne reconnut pas. Des gardes, des sbires, peu importait. L'heure de vérité avait sonné. Margot glissa rapidement sa copie dans un sac de cuir qu'elle avait préparé. Henri remit le manuscrit original à sa place, sous la pile de documents officiels. Antoine entra dans la bibliothèque avec ses compagnons. Il ne sembla pas surpris de les trouver là. « Je me doutais que vous tenteriez quelque chose, » dit-il calmement. « Vous êtes prévisibles, tous les deux, trop attachés à vos livres, trop idéalistes. » Un des hommes qui l'accompagnait s'avança vers leur table. C'était un colosse aux mains épaisses, visiblement habitué aux travaux de force. Il fouilla méthodiquement les documents d'Henri et trouva rapidement le manuscrit. « Le voilà !» annonça-t-il d'une voix rauque. Antoine prit le livre et le feuilleta rapidement, comme pour s'assurer qu'il était complet. « Parfait, » dit-il. « Maintenant, nous allons procéder à sa destruction. Dans la cheminée, là-bas, le feu effacera ces mensonges une fois pour toutes. » « Ce ne sont pas des mensonges, » protesta Henri. « Ce sont des témoignages historiques authentiques. » Antoine le regarda avec une expression de pitié, mêlée d'agacement. « Mon pauvre Henri, vous ne comprenez toujours pas. La vérité historique n'existe pas. Il n'y a que la version officielle et les versions dangereuses. Ce manuscrit appartient à la 2e catégorie. » Il se dirigea vers la cheminée et commença à préparer un feu. Ses gestes étaient méthodiques, presque rituels. On sentait qu'il avait mûrement réfléchi à ce moment. « Attendez, » dit soudain Margot. « Avant de détruire ce livre, puis-je vous poser une question ?» Antoine suspendit son geste. « Je vous écoute. Ces histoires, elles ne parlent que de rois européens. Mais qu'en est-il des autres? Des empereurs chinois, des pharaons égyptiens, des sultans ottomans? Sont-ils morts de manière plus digne ?» Un sourire étrange passa sur le visage d'Antoine. « Vous voulez vraiment le savoir ?» Margot hocha la tête, fascinée malgré la situation. L'empereur Qin Shi Huang, le premier unificateur de la Chine, est mort en tentant de boire un élixir d'immortalité. Le breuvage contenait du mercure. Il a agonisé pendant des jours, convaincu jusqu'au bout que sa souffrance était le prix à payer pour devenir immortel. Il alluma le feu d'une main experte. Les flammes commencèrent à danser dans l'âtre. Le pharaon Pépi II d'Égypte a régné 90 ans. À la fin de sa vie, il était devenu complètement sénile. Un jour,
Il a ordonné qu'on emmaillote vivant l'un de ses conseillers, persuadé que l'homme était mort depuis des années. Puis il a voulu qu'on l'emmaillote lui aussi, pour rejoindre ses ancêtres. Ses serviteurs ont obéi. Il est mort étouffé dans ses bandelettes. Henri et Margot échangèrent un regard. Ces nouvelles histoires étaient aussi fascinantes que terrifiantes. Et le sultan Murad IV de l'Empire ottoman, continua Antoine en approchant le manuscrit des flammes, était mort d'une crise cardiaque en apprenant que son bouffon favori avait été tué dans un accident. Il riait si fort aux plaisanteries de cet homme qu'il en avait oublié de manger pendant 3 jours. Quand on lui annonça la nouvelle, son cœur affaibli n'a pas supporté le choc. Le manuscrit commençait à roussir au contact de la chaleur. Henri sentit quelque chose se briser en lui. Toutes ces histoires, ces témoignages uniques sur la condition humaine, allaient disparaître à jamais. « Vous vous trompez », dit-il soudain d'une voix forte. « Ces histoires ne rendent pas les rois ridicules. Elles les rendent humains, et c'est exactement ce dont le peuple a besoin. » Antoine s'arrêta, le manuscrit à quelques centimètres des flammes. « Expliquez-vous » Henri prit une profonde inspiration. C'était le moment de tout jouer sur une seule carte. Ces rois que vous voulez protéger, ils sont déjà en train de mourir. Pas physiquement, mais politiquement. Le peuple ne croit plus en eux. Il ne les respecte plus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont trop parfaits, trop lointains, trop inhumains. Les gens aspirent à des dirigeants qu'ils peuvent comprendre, avec lesquels ils peuvent s'identifier. Il se leva et s'approcha d'Antoine. Imaginez si le peuple apprenait que Louis XIV, le roi Soleil en personne, avait peur des portes trop basses. Imaginez s'il savait que nos rois mangent, dorment, ont peur, font des erreurs comme tout le monde. Au lieu de les mépriser, il les aimerait davantage, parce qu'enfin, il pourrait les comprendre. Antoine écoutait, visiblement ébranlé par ces arguments qu'il n'avait pas envisagés. « Et si vous vous trompez ?» demanda-t-il. « Si ces révélations provoquent une révolution ? Si elles détruisent la monarchie ?» Henri sourit tristement. « Alors c'est que la monarchie méritait d'être détruite. Un système qui ne peut survivre qu'en mentant sur sa propre nature ne mérite pas de perdurer. » Le silence s'installa dans la bibliothèque. Les flammes crépitaient doucement. Antoine tenait toujours le manuscrit, mais sa main tremblait légèrement. Finalement, il s'éloigna de la cheminée. « Vous savez quoi ?» dit-il en posant le livre sur la table. « Vous avez peut-être raison. Peut-être que nos rois ont besoin d'être humains. Peut-être que le peuple mérite de connaître la vérité. » Il regarda ses 2 compagnons et leur fit signe de sortir. Puis, il se tourna vers Henri et Margot. « Mais si vous publiez ces histoires, vous le ferez sous votre propre responsabilité. Je ne veux pas en entendre parler. » Il se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Et Henri, si jamais Sa Majesté meurt de peur en apprenant que ses secrets ont été révélés, ce sera sur votre conscience. » Après son départ, Henri et Margot restèrent longtemps silencieux. Le manuscrit était sauf, mais ils réalisaient maintenant l'énorme responsabilité qu'ils portaient. « Qu'allons-nous faire ?» demanda finalement Margot. Henri réfléchit longuement avant de répondre. « Nous allons attendre, » dit-il enfin. « Nous allons garder ces histoires précieusement et nous attendrons le bon moment. Un jour viendra où les hommes seront prêts à accepter que leurs dirigeants soient humains. Ce jour-là, nous publierons ce manuscrit, mais pas avant. » Il prit le livre et le serra contre lui. « En attendant, nous continuerons à étudier l'histoire officielle. Nous continuerons à jouer le jeu, mais nous saurons, nous, que derrière chaque portrait solennel se cache un être de chair et de sang, un être capable de grandeur, mais aussi de petitesse, un être mortel, vulnérable, et finalement si semblable à nous. » Margot sourit et sortit sa copie manuscrite de son sac. « Dans ce cas, nous ferions mieux d'avoir plusieurs exemplaires, au cas où, »
Ils passèrent le reste de la nuit à recopier le manuscrit. Quand le soleil se leva sur Versailles, ils avaient créé 3 nouvelles copies de cette vérité dangereuse. Des années plus tard, quand la Révolution française éclata, Henri se souvint de cette nuit. Le peuple découvrit alors par d'autres moyens ce que lui savait déjà. Les rois étaient des hommes comme les autres. La seule différence, c'est qu'au lieu de guillotiner Louis XVI pour ses crimes, on aurait peut-être pu se contenter de rire de ses faiblesses. Mais cela, c'est une autre histoire. Une histoire que Henri emporta avec lui dans la tombe, ainsi que le secret des morts les plus embarrassantes de l'histoire royale. Car parfois, la vérité la plus dangereuse n'est pas celle qui révèle la méchanceté des puissants, mais celle qui révèle leur humanité. Et cette humanité-là, elle peut détruire des royaumes ou les sauver, selon la façon dont on choisit de la raconter.